La RDC, à quoi joue le Rwanda à l'est de la RDC? Une récente enquête de la MONUSCO révèle que le général Bosco Ntaganda et ses alliés seraient soutenus par Kigali. Ce nouveau différend vient rappeler que malgré la forte présence des casques bleus, Kinshasa n'a jamais pu venir à bout de l'instabilité chronique qui règne à l'est. D'un mandat d'arrêt international, Bosco Ntaganda, alias Terminator, bénéficie-t-il de l'appui de jeunes soldats rwandais pour conduire la rébellion à l'est de la RDC? C'est ce qu'ont révélé des enquêtes menées par Kinshasa et la mission d'observation des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Une situation qui n'est pas sans rappeler le cas de Laurent Nkunda qui coule des jours heureux au Rwanda, Hassan Diop. Voilà, on est dans une situation purement faustienne. Je m'explique. Ntaganda a servi les intérêts du président Kabila dans l'est du Congo quand il fallait combattre un certain nombre de milices. Et pour le remercier, il l'a même intégré dans l'armée, pensant qu'il allait ainsi échapper aux foudres de la Cour pénale internationale. La Cour a tenu tête. Et en plus, donc, Kabila étant lui-même confronté à des difficultés intérieures consécutives aux élections calamiteuses du 28 novembre, doit donner le change non seulement à l'intérieur de la RDC, mais vis-à-vis des partenaires extérieurs. Et donc, moyennant quoi, il veut envoyer au bûcher, en tout cas, de la perpétuité, parce que c'est évidemment ce qui va attendre Ntaganda à la CPI. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le juger, mais en tous les cas, le gars qui a le choix entre les armes et une condamnation à perpétuité et connaissant bien le terrain, il choisira les armes pour se défendre. Enfin, dernière chose, le soutien du Rwanda. Bon, ben voilà, il a clairement dit Ntaganda aujourd'hui qu'il lutte pour préserver les intérêts de la communauté Tutsi de la région. Ntaganda, lâché par Joseph Kabila, Francis Laloupo. Oui, certainement. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois qu'une enquête révèle, pointe du doigt le Rwanda, parce qu'en réalité, il ne fait de doute pour personne que depuis 15 ans, le Rwanda, effectivement, instrumentalise fortement ce qui est devenu, en réalité, une sorte de no man's land. En fait, il y a une hypocrisie de ce qu'on appelle la communauté internationale à considérer que l'Est de la RDC est toujours contrôlé par le pouvoir central de Kinshasa. Cette partie de l'Afrique, cette partie de la RDC est en réalité devenue une zone, je ne sais pas une zone de non-droit, mais une sorte de no man's land, annexé de fait par le Rwanda. D'une certaine manière, les fameux Hutus qui se sont réfugiés dans cette partie de la RDC servent d'argument, on le sait très bien au Rwanda depuis longtemps, pour continuer à maintenir une pression très forte. Ce sont un peu les idiots utiles, je dirais, de la volonté d'expansion du Rwanda dans cette partie de la RDC. Par ailleurs, on sait très bien que le Rwanda en tire des avantages tout à fait conséquents du point de vue économique. Donc, il y a à considérer d'abord que cette partie de la RDC échappe totalement au pouvoir central de Kinshasa. Une fois qu'on a accepté cela, et on le sait au sein de l'ONU, que c'est cela la réalité, la MONUC fait diversion pour simplement maintenir ce statu quo, mais personne n'accepte clairement qu'il faut mettre en place un moratoire aujourd'hui pour reconsidérer cette partie comme soit appartenant à la RDC, soit étant définitivement annexée par le Rwanda. L'affaire est douloureuse, mais il faudra trancher. Alors, certains en RDC souhaitent l'implication de la communauté internationale. Je vous propose d'écouter le député Anselme Enerunga, qui est membre du Parlement de RDC. Nous voudrions demander à la communauté internationale de prendre leurs responsabilités en main, puisque c'est avec eux que ces Hutus génocidaires sont venus ici au Congo. Et nous voudrions leur demander d'en finir avec ces terroristes-là. Puisque sinon, tant qu'ils seront là, ils ne sont pas neutralisés, ils vont toujours continuer à exterminer nos populations du nord et du sud Kivu. Franck Salin, par l'entremise des casques bleus, la communauté internationale est déjà présente sur le terrain. Oui, mais elle n'arrive pas à régler le problème. Elle n'est pas là pour régler le problème. Elle est là en force d'interposition. Oui, c'est une force qui s'interpose. Mais régler ce problème, on a eu quelques espoirs, ou du moins moi, par naïveté, mais quand on a vu le Rwanda et la RDC s'associer pour combattre les Hutus, et Laurent Nkunda du CNDP à un moment s'est rallié à ce combat. Ensuite, ils ont voulu Laurent Nkunda qui avait commis des exécutions. Laurent Nkunda a disparu. Donc à ce moment, j'ai compris que le Rwanda n'avait pas envie de le livrer. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'histoire se répète avec un
un autre chef de guerre rwandais qui lui aussi était au Congo. Et c'est l'avenir de cette minorité rwandaise et Tutsi essentiellement, je dirais, au Congo est vraiment très très sensible, parce que en discutant avec les Congolais, ils sont souvent montrés du doigt. Or, ces Tutsis se sentent congolais, mais en même temps, ils sont très liés au Rwanda, et c'est un problème inextricable. Jean-Baptiste Placade, depuis la chute de Mobutu, ce qu'on constate, c'est que la suprématie de Kigali dans cette partie de la RDC ne s'est jamais démentie. Vous savez, ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique rappelle ce qu'on a connu aux Comores. Quand des nationaux recourent à des mercenaires blancs ou noirs pour conquérir le pouvoir politique dans leur pays, ils doivent savoir que les conséquences se répéteront sans cesse. Et c'est ce qui se passe exactement actuellement dans cette partie c'est le fameux contrat de Faust. On signe un contrat avec le diable. Ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. En l'occurrence, c'était le contrat de Laurent Désiré Kabila avec le Rwanda. C'était ça le contrat. Et difficile de remettre le diable dans sa boîte. Alors peut-être que c'est le Rwanda, je n'en sais rien, mais je suis pas là pour exorciser. Quelle sortie de crise alors pour le Kivu? Kagame a proposé une médiation. On ne va pas faire de comparaison avec d'autres conflits sur le continent, mais parfois confier, disons, à celui qu'on suspecte d'être le pyromane, le soin de mener la réconciliation, ça peut être utile parce que... C'est devenu un classique. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à... Vous êtes branchés sur la 3xW-radiolisolo.com. Et vous, sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, depuis le mois d'avril, des affrontements opposent l'armée aux rebelles mutins du M23. Et selon l'ONU, les violences ont déjà fait plus de 200 000 déplacés et plus de 20 000 réfugiés. Des mouvements de population sont d'ailleurs toujours en cours. En tout cas, plus les semaines passent et plus les suspicions s'intensifient concernant la présence de Rwandais dans les rangs de cette rébellion. Il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement congolais affirmait que parmi les mutins, 200 à 300 éléments avaient été recrutés au Rwanda. Et la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a adressé un courrier au Conseil de sécurité de l'ONU affirmant, je cite, que le territoire rwandais avait servi à la préparation d'une conspiration. En tout cas, à Kigali, on rejette en bloc toutes ces accusations. La semaine dernière, lors d'une conférence de presse, le président Kagame a rappelé que le Rwanda n'était pas la cause des problèmes du Congo et d'ajouter que les problèmes des Congolais devaient être gérés par les Congolais. Alors comment analysez-vous la situation dans l'Est de la RDC? Quelle issue à cette nouvelle rébellion dans le Nord Kivu? Vous nous rejoignez, vous êtes nombreux à nous appeler, centaines de commentaires. Celui de Ange qui nous dit que la situation sécuritaire de la RDC est catastrophique à cause de la présence des casques bleus qui ne font pas leur boulot, nous dit cet internaute. Samuel, également en RDC, nous dit que fait la MONUSCO? Comment expliquer que la MONUSCO soit incapable d'intervenir dans l'Est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, je vous le rappelle, étant la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Bob, vous nous appelez de Kinshasa, bonjour. Bonjour Anne Gomez. Et bienvenue, vous êtes dans la capitale congolaise. Vous dites que la situation est très compliquée et il n'y a pas qu'un seul responsable, il y a plusieurs responsables dans la dégradation sécuritaire dans l'Est du pays. Tout à fait. J'aimerais être le plus succinct possible parce que je pense que le problème du Congo, les responsabilités relèvent de 3 ordres. Premièrement, vous avez effectivement les Rwandais. Ils disent qu'ils ne sont là que depuis le mois d'avril, selon les rapports de l'ONU, mais c'est faux. Les Rwandais n'ont jamais quitté le Congo depuis 1996. Je vous rappelle que le Rwanda est venu au Congo avec James Kabarebe, qui a conduit la rébellion de Kabila jusqu'à Kinshasa. Et puis vous avez Kunda Batouare, qui est congolais mais formé au Rwanda, dans l'armée rwandaise. Vous avez Jules Mutebusi, vous avez Bosco Ntaganda, tous des Congolais. Donc vous êtes convaincu, Bob, vous êtes convaincu que les troupes rwandaises n'ont jamais quitté l'Est de la République démocratique du Congo? Ils n'ont jamais quitté l'Est du Congo.
Ça, c'est les premiers plans, parce que les Rwandais, il faut qu'ils maintiennent une situation de ni paix ni guerre pour que le réseau mafieux de pillage de ressources humaines, des ressources minières du Congo se perpétue. Ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de paix. Ça, c'est un. Deuxième chose, vous avez quand même, et surtout les gouvernements congolais, ça fait depuis 96 que le Congo n'arrive pas à prendre un seul village aux rebelles, enfin aux prétendus rebelles soutenus par les Rwandais. Qu'est-ce qui justifie qu'une armée depuis presque 16 ans, n'arrive pas à prendre un seul village et que les mêmes officiers soient les commandants des opérations, les commandants des régions militaires depuis 10 ans? Où avez-vous vu dans une armée un officier qui dirige des opérations depuis 10 ans? Ouais. Et ces officiers, tout le monde sait qu'ils sont impliqués dans les pillages avec les Maï-Maï, avec ces réseaux. Donc vous pointez du doigt certaines responsabilités au sein même de l'armée congolaise. Certains hauts gradés, à vous entendre, Bob, ont tout intérêt à ce que la situation reste bancale dans l'Est pour continuer, dites-vous, à piller les sous-sols. Mais absolument, et des dirigeants congolais ici à Kinshasa et une certaine élite du Kivu même qui construit des immeubles ici à Kinshasa tout en se servant de ce qui se passe à l'Est. Pourquoi voulez-vous qu'un pays ne soit pas en mesure de protéger sa population? Un pays ne soit pas en mesure de protéger son territoire? Ça n'a quand même pas de sens. Donc le pouvoir a sa part de responsabilité, l'armée également. Vous en avez cité 3. Le troisième? Oui. Absolument, et puis l'ONU, c'est quand même contradictoire et à la fois léger. L'ONU. Dire que voilà, nous avons comme mission de protéger les civils, de stabiliser la paix qui n'existe pas, de protéger les civils qui sont attaqués tous les jours et de ne pas faire la guerre. Comment veulent-ils protéger ces civils s'ils ne peuvent pas faire la guerre aux rebelles qui attaquent ces civils? L'ONU, nous savons bien que ça obéit, comme l'avait dit le général de Gaulle, c'est un machin qui obéit à des intérêts des nations. On veut bien comprendre que les États-Unis soutiennent le Rwanda pour des raisons stratégiques, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils protègent des populations. En même temps, ces populations, quand elles sont attaquées, ils ne peuvent pas les protéger militairement. Ça n'a pas de sens. Vous êtes nombreux à pointer du doigt justement ce qu'on peut appeler l'inefficacité de la MONUC. C'est ce qui ressort en tout cas dans vos réactions, dans vos commentaires, de la MONUC, de la MINUSCO, puisque les casques bleus déployés en République démocratique du Congo ont changé de nom. Ils sont passés de la MONUC à MONUSCO. On est passé d'une mission de l'ONU en RDC à une mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. Ça change beaucoup justement ce terme de stabilisation. Pratiquement 20 000 hommes déployés. C'est la plus importante mission des Nations Unies sur le terrain. Merci d'avoir lancé le débat, Bob. 33 9 693 693 70. Yves, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour. Bonjour, Juan. Et bienvenue sur l'antenne des RFI. Bonjour à tous les auditeurs. Vous saluez, vous, l'implication de la communauté internationale dans les événements de ces dernières semaines dans le Nord Kivu? Non, Juan, il faut constater une grande avancée dans le chef de la communauté internationale. C'est elle qui était la première à dénoncer l'implication du Rwanda dans la mutinerie qui se vit actuellement à l'est de la RDC. Quand je parle de la communauté internationale, je parle du rapport de la MONUSCO et du rapport de Global Witness. Alors, il faut être très précis. Excusez-moi, Yves, il faut être quand même très précis. Vous parlez de ce rapport qui, pour l'instant, n'a toujours pas été publié. Effectivement, il y a eu des fuites dans la presse. Donc, ce rapport, pour l'instant, on ne le connaît pas réellement. Mais effectivement, d'après les fuites, il y aurait dans les rangs de la rébellion des Rwandais. Mais le rapport ne donne pas de preuves. Le rapport ne dit pas, nous avons les preuves que l'État rwandais a un rôle direct dans les événements actuels dans le Nord Kivu. En revanche, effectivement, il y a eu des gens qui ont été recrutés au Rwanda et qui sont aujourd'hui aux côtés des rebelles congolais. Donc c'est pas tout à fait la même chose, Yves, hein? Non. Ce qui est évident, c'est que le territoire rwandais a servi de base arrière et de base de formation des milices qui se sont retrouvées aujourd'hui dans le M23. Ça veut dire que quelque part, le territoire rwandais est complice dans tout ce qui se fait dans l'est du pays et que la communauté internationale, qui aujourd'hui comprend la situation, doit faire pression sur le Rwanda pour que le Rwanda milite effectivement pour qu'il y ait paix et stabilité dans l'est de la RDC. Comment vous expliquez qu'on ne parvient toujours pas à pacifier l'est de votre pays, Yves? Ce qui est certain et ce qui est réel, c'est que l'est de la RDC regorge beaucoup de minéraux dont se sert le Rwanda pour renflouer ses comptes. Ouais, ce sont donc les richesses du sous-sol congolais qui seraient la principale cause des affrontements. Je ne sais pas ce qu'en pense Faustin qui lui nous appelle de Kinshasa. On remercie évidemment Yves. Bonne journée à Lubumbashi. Bonjour Faustin. Bonjour
Gomez et bonjour à tous les amis de la Radio Internationale. Merci de votre fidélité, Faustin. Vous prolongez ce que disait le premier auditeur il y a quelques instants. Lui aussi nous appelait de Kinshasa concernant les Nations Unies. Vous dites qu'il faut redéfinir le mandat des casques bleus déployés en RDC. Effectivement, à mon humble avis, je pense qu'il va falloir redéfinir le mandat, pour autant que le concept est déjà stabilisé. Allô ? Voilà, on est en direct. Ce sont les aléas vraiment du direct. Le réseau téléphone ne fonctionne pas très bien avec la RDC. Je crois que le ciel est très saturé aujourd'hui. C'est ce que nous disent les auditeurs en antenne. On vient de perdre Bob. On va essayer de le rappeler évidemment dans un instant. Armand, vous nous appelez du Gabon. Vous êtes congolais. Vous êtes à Franceville. Vous suivez de près ce qui se passe dans votre pays. Bonjour Armand. Bonjour, Juan Gomez. Bienvenue, nous vous écoutons. Alors vous aussi, vous rejoignez le premier auditeur qui pointait du doigt finalement la faiblesse de l'armée congolaise. Effectivement, Juan Gomez. Moi, je suis de ceux qui pensent que si le Rwanda et tous les autres pays qui sont autour, qui habitent, qui sont frontaliers au Congo-Kinshasa, ne nous respectent pas. Ils font ce qu'ils font, c'est tout simplement parce que notre armée n'est pas efficace. C'est tout simplement cela, Juan Gomez. Si notre armée était efficace, ce n'est pas pour aller attaquer les voisins. Efficace, c'est pour défendre notre population, sécuriser les frontières de notre pays. Notre armée ne fait pas ce qu'elle doit faire. Mais comment vous expliquez donc excusez-moi Armand, comment expliquez-vous l'inefficacité de l'armée rwandaise? Comment se fait-il que cette armée qui est déployée dans l'est du pays depuis maintenant 2 mois ne parvient pas à mettre fin à ce mouvement M23? Bon, Juan Gomez, moi, mon analyse fait que je pense qu'il y a 5 causes. Oui, on va peut-être pas toutes les détailler, malheureusement, on est limité dans le temps, mais enfin, dites-nous la cause principale. D'abord, il faut désigner à la tête des grands postes de notre armée des officiers patriotes. Les officiers dont la loyauté ne peut pas être remise en cause. Or, aujourd'hui, comme Bob l'a dit, il y a des officiers qui sont des affairistes, qui construisent des immeubles à Kinshasa, qui dirigent les clubs de football, tout en étant officiers de l'armée d'un grand pays comme le nôtre. Ouais. Ce qu'il faut, c'est une armée, donc c'est une armée professionnelle. J'ai sous les yeux le commentaire posté sur la page Facebook de l'émission de Bill. Il est à Bukavu, donc dans l'est de la RDC. Alors il revient effectivement sur le secret de polichinelle, dit-il, de la présence de Rwandais aux côtés du M23. Et dit, ceci étant dit, il est de la responsabilité première du gouvernement congolais de mater toute rébellion qui se manifeste sur son territoire. Combien de temps nous faudra-t-il pour construire une armée, laquelle, à défaut d'être républicaine, serait au moins professionnelle? Armand, cet auditeur de Bukavu va exactement dans le même sens que vous. Absolument. Regardez, ce matin, j'ai appris, et depuis hier par le canal de la RIF, qu'un groupe des assaillants sont venus de notre pays, de l'est de notre pays, ils sont allés s'attaquer aux Burundais. Oui. Et l'armée burundaise, en rien état, a maté ces assaillants, les ont fait fuir. Ouais, donc c'est un problème de professionnalisme aujourd'hui pour vous, c'est le principal problème. Ouais. On va donner la parole à d'autres auditeurs. La diaspora congolaise évidemment souhaite réagir à la situation au Congo. Mouchi, vous êtes à Paris, bonjour. Bonjour Juan Gomez. Bienvenue, nous vous écoutons. Mais enfin, j'ai pas très bien suivi les interventions des autres, mais moi ma position est la suivante. Nous avons une armée professionnelle, des gens qui sont très aguerris pour la guerre. Mais le problème que nous avons, c'est que le Congo est vraiment victime d'un certain de ce que je peux appeler le complot. Parce que imaginez que le Rwanda depuis très longtemps, le Rwanda depuis très longtemps est impliqué dans les conflits qui perdurent à l'est, non seulement pour armer les réfugiés, mais aussi pour envoyer
intégrer les militaires rwandais qui sont oui. dans les environs. Mouchi, pour aller un peu plus vite dans la réflexion, vous êtes-vous convaincu que le Rwanda donc tire les ficelles dans les différentes rébellions qui ont secoué l'est de la RDC toutes ces années? Vous parlez de complot. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Parce que quand on parle de complot, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais il y a un complot, il y a effectivement un complot. Regardez par exemple par rapport au rapport qui vient d'être découvert à l'ONU, que l'ONU ne veut pas, ne veut pas porter. Publié. C'est-à-dire que ce rapport tarde effectivement à être publié. Oui, et l'ambassadeur de la RDC à l'ONU s'est dit persuadé que les États-Unis bloquaient la diffusion de ce rapport, ce que nie l'ONU. Oui, effectivement, parce qu'ils disent que on va publier une partie du rapport et l'autre partie qui concerne le Rwanda. Il faudra d'abord que le Rwanda porte connaissance de cette annexe. Donc ça veut dire que Mouchi, vous êtes convaincu, vous, que certains membres du Conseil de sécurité, pour citer les États-Unis, puisque c'est l'ambassadeur de la RDC à l'ONU qui a clairement cité les États-Unis, il y a une volonté de protéger le Rwanda et de fermer les yeux sur ce qui se passe. Ben oui, parce que il y a pas très longtemps, Kagame a fait une conférence de presse où il disait qu'avant les élections au Congo, oui, la communauté internationale, certains pays occidentaux ne voulaient pas que Kabila soit réélu, qu'il fallait qu'il fasse de son mieux pour empêcher que Kabila soit Mouchi qui a fait une telle révélation. Merci. Mouchi, excusez-moi, je vous interromps, non, parce que là vous êtes en train d'essayer de monopoliser l'antenne, vous êtes nombreux, on a rarement eu l'occasion, c'est le vrai, je le reconnais, ces dernières semaines, de parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, donc vous êtes extrêmement nombreux, et on le comprend évidemment, à souhaiter vous exprimer sur la situation dans le Nord Kivu. On va donner la parole à d'autres auditeurs, je pense que nous avons Amiel qui est à Kinshasa. Bonjour Amiel. Bonjour Juan. Bienvenue, nous vous écoutons. Mais écoutez Juan, tous les auditeurs qui m'ont précédé ont dit des choses vraies, mais je pense qu'au-delà de cet aspect, il va falloir établir une relation des causalités, partir des causes à effet. On peut aujourd'hui équiper les éléments de l'armée congolaise, on peut leur donner d'autres grands généraux qualifiés, mais elle en a déjà, mais ils ne feront rien tant que le problème sera politique. Voyez, aujourd'hui, tant que ce gouvernement issu des élections frauduleuses est en place, il y aura de problème. Parce que là, excusez-moi, Amiel, quel rapport faites-vous entre les événements dans le Nord Kivu et les élections de novembre dernier au Congo, l'élection présidentielle? Quel rapport faites-vous? Mais les traits d'union n'est que simple. Le gouvernement issu des élections frauduleuses étant conscient qu'il n'a pas reçu le suffrage de tout le peuple, et donc son premier but c'est de chercher de se protéger. Donc quand il souffle le chaud et le froid en tenant un moment des généraux, des officiers de dissidents comme Bosco Ntaganda, le nommant général, et finalement aujourd'hui il est en train de semer la panique, il tue le peuple, il est en train de massacrer le peuple. Le même gouvernement excusez-moi Amiel, vous êtes libre évidemment de vos propos et de votre réflexion, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de tout mélanger? Parce que ce fameux Bosco Ntaganda, qui est aujourd'hui poursuivi par la Cour pénale internationale, a effectivement été nommé général au sein de l'armée congolaise, alors qu'il était rebelle. Enfin, pour trouver la paix, pour signer la paix, on l'a nommé général. Mais tout ça, ça remonte à 2009. Là, vous me parlez d'élections qui se sont déroulées il y a à peine 6 mois. À vous entendre, le gouvernement a tout intérêt à déstabiliser son propre pays pour je ne sais quelle raison, Amiel. C'est ça? Mais regardez, Juan, combien d'accords de paix ont été signés pour l'Est avec le Rwanda? Il y a l'ancien secrétaire général du parti au pouvoir qui a été contraint de démissionner donc de l'Assemblée nationale. C'était suite à ces problèmes. Donc, vous voyez que le gouvernement congolais, aujourd'hui, vous voyez, est en train de payer le prix fort de ses propres turpitudes. Bon, on va donner la parole. J'essaie de comprendre votre analyse. Il y a beaucoup de monde, Amiel. Essayez tous d'être brefs et concis. Je sais que c'est difficile, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va donner la parole à Kenedou, qui nous appelle de Kinshasa, et ce sera malheureusement, je pense, le dernier auditeur de ce jour, mais on prolongera le débat demain. Bonjour Kenedou. Oui, bonjour Anne, bonjour à toute la population congolaise qui nous suit maintenant. Moi, je pense qu'on est en train de détourner notre but actuellement, parce que là, disons,
Kabila détourne l'attention du peuple congolais avec cette guerre de l'Est. Tout le monde sait où est venu son pouvoir. Son pouvoir à lui est venu ce pouvoir-là. Donc les Congolais doivent prendre les responsabilités de défendre leur pays et jusqu'à aller même au Rwanda. Le Rwanda soutient le rebelle qui détruise la RDC. En même temps, il nous demande d'arrêter les FDLR. Mais c'est quoi ça exactement? Ouais. On comprend absolument rien avec cette politique-là, de dire des choses, en même temps aussi de soutenir des gens qui détruisent. Donc pour vous, attendez, pour vous, Kenedou, oui, c'est ça. Il y a contradiction entre les propos formulés officiellement aussi bien par les autorités rwandaises et congolaises que et la réalité du terrain. Oui, c'est ça, parce qu'ils nous disent il faut arrêter les FDLR. En même temps, ils soutiennent toutes ces pseudo-congolais qui viennent, qui tuent des Congolais chaque jour, chaque heure, il y a des Congolais qui meurent, et on regarde tout ça, qu'est-ce que la communauté internationale fait pour défendre la RDC, même ne fût-ce que dire au Rwanda d'arrêter de soutenir ces rebelles-là. On aura l'occasion de prolonger le débat demain, débat, vous le voyez, très complexe, situation compliquée dans l'Est de la RDC, vous continuez à nous appeler. Vous êtes branché sur la 3xW-radiolisolo.com. Vous allez pouvoir de nouveau vous exprimer sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Nous allons revenir sur ce sujet qui a suscité beaucoup de réactions hier, aussi bien au standard avec vos réactions par téléphone que sur Facebook et sur la boîte mail de l'émission appel@actu@rfi.fr. Je lirai évidemment dans le courant de l'émission quelques-unes de vos nombreuses réactions. En tout cas, la journée d'hier a été marquée par de nouveaux combats dans la province du Nord Kivu. Des combats qui opposent depuis maintenant deux mois l'armée aux rebelles mutins du M23. Alors comment expliquez-vous ces affrontements? Pourquoi est-il si difficile de pacifier le Nord Kivu? Quelle issue finalement à cette nouvelle rébellion? En tout cas, les autorités de Kinshasa accusent le voisin rwandais, des accusations formellement rejetées par Kigali qui dénonce une campagne de désinformation. D'ailleurs, hier, la ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est rendue à l'ONU pour affirmer que son pays ne soutenait aucun groupe armé dans l'Est de la RDC et qu'aucun soldat rwandais ne se trouvait aux côtés des rebelles du M23. Alors comment analysez-vous la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo? Marcel, vous êtes dans la capitale congolaise à Kinshasa, bonjour. Bonjour Gomez. Et concernant les propos hier donc de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, vous n'êtes pas surpris vous par cette réaction? Non, mais moi je ne suis pas surpris, je ne suis pas du tout surpris. Ça montre combien la diplomatie rwandaise est assez efficace. Pendant que les Congolais se limitent à faire une lettre envoyée aux Nations Unies, mais au moins Kagame a eu le courage d'envoyer une personne physique pour essayer de les défendre. Donc moi je ne suis pas surpris par ces déclarations. Ouais. Vous êtes convaincu, vous, comme vos autorités, de la présence de Rwandais aux côtés des rebelles mutins du M23? Mais ça c'est un faux problème. C'est un faux problème encore, je le dis. Le président Kabila, il a nommé Bosco Ntaganda, qui est un militaire rwandais, général des forces armées congolaises. Comment voulez-vous qu'un général n'ait pas ses militaires? Cette affaire date de longtemps. Déjà avant 2006, quand on a demandé les brassages, les militaires tutsis ont refusé les brassages. Ils ont refusé d'être permutés dans d'autres provinces. Comment voulez-vous qu'on dise qu'il n'y a pas de Rwandais dans cette armée? Alors attendez Marcel, pensez à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, qui ne suivent pas vraiment la situation pour le moins complexe dans l'Est de la RDC. Vous faites référence à Bosco Ntaganda, effectivement, ancien rebelle redevenu rebelle. Cet ancien rebelle avait signé en 2009 un accord de paix avec les autorités de Kinshasa. Vous parlez de brassage. En fait, ce que stipulait cet accord, c'était que la rébellion, ancienne rébellion, rejoignent les rangs de l'armée. Et donc pour vous, le fait d'avoir intégré au sein de l'armée des anciens rebelles, ça a été une erreur pour vous, si je comprends bien. Une erreur gravissime. Mais en plus, l'armée rwandaise est entrée ici, soit disant qu'elle chassait les FDR. Les FDL, excusez-moi Marcel, vraiment Marcel, le sujet est tellement compliqué. Si vous ne prenez pas la peine quand même, quand vous parlez, vous citez des noms ou des personnes, d'expliquer aux auditeurs de qui vous parlez ou à quoi vous faites référence, voilà, on aura du mal à vous suivre. Les FDLR, ce sont les rebelles Hutus, qui sont en partie responsables du génocide de 1994. Et au lendemain du génocide, ils se sont réfugiés chez le voisin congolais. Oui, c'est vrai, mais l'armée rwandaise a envoyé ses troupes ici
avec pour mission de traquer ces gens-là, avec l'accord de l'armée congolaise. On nous a jamais dit combien de militaires rwandais sont entrés et combien sont ressortis. Donc, vous voyez, c'est déjà une situation très floue. Et aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y a des militaires rwandais, ce n'est pas une surprise pour nous. Bon, Marcel, on va donner la parole à d'autres auditeurs. On va essayer évidemment d'y voir plus clair, même si la situation est complexe dans l'Est. 33 9 693 693 70. Dans la page Facebook de l'émission, Hervé nous dit que la solution passera par la création d'une armée forte, une armée patriote, bien équipée, bien motivée. Vous êtes nombreux d'ailleurs à pointer du doigt cette armée congolaise. Papy nous dit le grand problème, c'est le gouvernement de Kinshasa. Pourquoi a-t-il accepté ces opérations de mixage et de brassage, comme le disait à l'instant Marcel. Réaction également d'Amadou. Comment un pays comme le Congo n'a pas une armée qui puisse combattre le M23? Jérémy s'interroge, le M23 est-il plus fort que notre armée, nous dit-il. Voilà, quelques-unes des réactions. Page Facebook, RFI, appel sur l'actualité. Alain Joseph, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous vous écoutons concernant la situation. Oui, je partage entièrement le point de vue de Marcel. Je voudrais souligner qu'en fait, l'un des problèmes qu'on a à l'Est, c'est le fait de n'avoir pas une armée homogène. Le processus d'intégration des militaires après la guerre a complètement échoué. Et il y a des groupes armés comme les CNDP qui sont entrés dans l'armée comme corps constitué, n'obéissant qu'à leur commandant et pas à l'armée. Donc, on n'a pas d'armée républicaine, on n'a pas réussi à la construire, peut-être aussi à cause de la MONUSCO, parce que la communauté internationale s'est trop engagée du côté de la MONUSCO et la MONUSCO n'a pas toujours aidé à la création d'une armée républicaine. C'est-à-dire que Alain Joseph, vous faites partie de ceux qui remettent en cause le rôle de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. C'est-à-dire que vous avez le sentiment finalement que la présence de tous ces casques bleus ne sert pas à grand-chose? Non, c'est pas ça mon point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que la communauté internationale s'est tellement investie dans la MONUSCO qu'elle n'a pas aidé le Congo à se doter d'une armée républicaine capable de protéger les frontières. Et donc, on est là assisté par la MONUSCO et on n'a pas d'armée au niveau du pays. Mais je crois que c'est pas l'unique facteur. Je crois qu'il y a aussi deux autres facteurs importants qui expliquent la situation actuelle. Il y a déjà le mandat de la CPI qui pèse sur le général Bosco Taganda et qui cherche à se protéger. Mais à côté de cet aspect-là, il y a surtout la trop grande implication des militaires et des pays voisins dans l'exploitation illégale des ressources naturelles de l'Est du Congo. Ouais. C'est vrai que je trouve très oui. Ouais, vous êtes nombreux aussi par courrier électronique et Facebook à dire voilà le nerf de la guerre, ce sont les richesses. C'est ce que nous dit Aline. Il y a une conspiration silencieuse qui voudrait que l'est de la RDC soit une zone de non-droit pour bien exploiter les richesses. C'est ce que nous dit Aline. Je ne sais pas ce qu'en pense Hilaire, qui nous appelle également de Kinshasa. Bonjour Hilaire. Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour les auditeurs des RFI. Alors un peu comme Alain Joseph, vous pointez du doigt la MONUSCO, vous, les Nations Unies sur place en RDC. Oui, Monsieur Juan Gomez, parce que la MONUSCO devait aider le Congo à restaurer l'autorité de l'État et à sauvegarder la vie de tous ces citoyens congolais qui sont en train d'être massacrés. Si je vais relayer mon prédécesseur à propos de l'armée congolaise, comment voulez-vous qu'une armée infiltrée peut faire quelque chose? Lorsqu'on a réunifié le Congo, on n'a pas pensé tellement minutieusement le problème de réinsertion de ces armées rebelles qui étaient rebelles hier, qui aujourd'hui sont les éléments de l'armée congolaise. Et alors, quand on dit qu'il y a des sections des militaires, ce n'est pas des sections des militaires congolais. Quand vous allez au sein de cette armée, vous trouverez que la plupart et beaucoup des troupes jusqu'au commandement, la plupart sont des étrangers. Et comment voulez-vous faire une action de grande envergure pour sauver ces frontières avec des militaires infiltrés au sein de l'armée? C'est ça le grand problème. Donc pour vous, arrive à tout prix. Oui. Pour vous, il y a clairement infiltration de l'armée congolaise par des éléments étrangers et notamment des éléments rwandais. Oui, des troupes jusqu'au commandement, vous trouverez. Il y a des soldats de troupes comme des officiers supérieurs, comme des officiers.
Alors effectivement, il y a des gens qui parlent le rwandophone. Par exemple, je reviens sur les propos. J'étais en train de les retrouver, mais voilà, je les ai sous les yeux. Hier, la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui s'est rendue donc à l'ONU a dit que le Rwanda ne soutenait aucun groupe armé dans l'est et qu'il n'y avait pas de soldats rwandais aux côtés des rebelles du M23. Et elle a affirmé, on l'a entendu d'ailleurs sur l'antenne d'RFI, d'un côté et de l'autre de la frontière, on ne peut pas dire qui est rwandais et qui ne l'est pas. Il y a des gens qui parlent la même langue. Trouver des gens qui parlent la langue du Rwanda dans cette partie du Congo est tout à fait normal. Hilaire. Oui, M. Juan Gomez. Est-ce que si on veut bien décortiquer, si on veut être conséquent, si on veut être honnête vis-à-vis de sa conscience, madame ne peut pas nous affirmer aujourd'hui que c'est toute la M23, ce sont des Congolais. Ils parlent quelle langue? Au Congo, il y a les Rwandais. On parle de la langue rwandaise au Congo. Mais non. Ouais. Alors la diaspora congolaise nous appelle, elle souhaite évidemment aussi réagir à l'actualité dans son pays. 33 9 693 693 70. Moké, vous êtes à Conakry, bonjour. Bonjour Juan. Vous êtes congolais et comme certains de vos prédécesseurs à l'antenne, vous dites que la principale erreur, c'est d'avoir intégré les rebelles dans l'armée congolaise. Oui, Juan, les mécanismes de relance de la guerre en République démocratique du Congo ont été programmés dès les accords de Lusaka de 98. Ces accords imposaient à l'armée congolaise d'intégrer des rebelles. Une décision qui était contraire à l'organisation même des militaires dans le monde. Aucun pays au monde n'autorise une telle intégration collective. Donc, si aujourd'hui nous n'avons pas l'unité du commandement, nous n'avons pas des renseignements militaires précis, nous n'avons même pas de secret défense, c'est à cause des accords de Lusaka. Donc le peuple congolais doit s'opposer. Et nous nous opposerons à l'avenir à tout accord de paix qui autorisera une intégration collective dans l'armée. Donc le peuple congolais doit prendre son mal en patience, Rwanda. Parce qu'une solution militaire contre les Rwandais n'est pas possible actuellement à cause de l'état de l'armée congolaise. Ouais. Donc ça veut dire quoi, Moké? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'armée congolaise n'a pas les moyens de faire face à un mouvement comme celui du M23 qui serait composé de plusieurs centaines d'hommes. Oui, tout à fait. L'armée est désorganisée, il n'y a pas de secret défense. L'armée congolaise est incapable de déclencher, de détecter les rébellions d'avance. Donc, nous avons un problème d'organisation militaire. Le peuple congolais ne peut pas soutenir une solution militaire. Donc, le gouvernement congolais ne peut arrêter la guerre que s'il ouvre un front diplomatique dont le but serait d'exiger de la communauté internationale d'amener le Rwanda à organiser un vrai dialogue politique à Kigali. Voilà, après tout, Kagame renvoie aux Congolais le problème. La solution, donc la solution passerait par un dialogue inter-rwandais. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est la première cause de la guerre, c'est la principale cause de la guerre. L'exploitation des richesses minières, c'est la conséquence indirecte. La principale cause de la guerre, c'est le pouvoir de Kagame. Kagame n'a pas la paix dans son pouvoir tant que le problème de route ne sera pas réglé. Donc le gouvernement congolais doit mener une bataille politique et diplomatique auprès de la communauté internationale pour que ce dialogue ait lieu. Enfin, le peuple congolais participe ne criez à pas, la Moké. Moké, ne criez pas. Donc pour permettre et favoriser le retour des Hutus qui sont réfugiés dans l'est de la République démocratique du Congo, afin donc de participer à ce dialogue inter-rwandais. C'est ce que dit un peu aussi Jean-Pierre par courrier électronique, qui nous dit voilà, la solution, la paix à l'est de la RDC passe par la démocratisation du régime de Kigali. Il n'y a pas de solution militaire. Les Nations Unies doivent pousser Kigali à organiser un dialogue inter-rwandais comme nous l'avons fait en République démocratique du Congo, afin de permettre à tous les Rwandais qui errent dans les forêts congolaises de regagner dans la sérénité leur pays et couper tout prétexte au Rwanda d'agresser la RDC. Fin de citation. Donc c'était Jean-Pierre qui tenait ces propos, et je crois que d'autres auditeurs allaient à peu près dans le même sens. J'essaie de retrouver vos nombreuses réactions, mais c'est vrai que vous êtes nombreux et bon voilà, je m'y perds un tout petit peu dans les fiches. 33 9 693 693 70. Fabrice, vous êtes congolais, vous nous appelez de Bujumbura. Bonjour. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio planétaire. Vous êtes au Burundi, nous vous écoutons. Oui, en effet, Juan, la crise à l'Est a un vrai secret de polichinelle. Tout d'abord, il y a lieu de constater, premièrement, que les accords de Goma du 23 mars 2009 entre le gouvernement et la rébellion du CNDP, qui est parent du M23, ont été très mal négociés. En ce sens que nulle part au monde, on a intégré une rébellion dans une armée sans faire un brassage, un mixage sérieux.
On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les FRCI. Et là, quand il n'y a pas vraiment une homogénéité de l'armée, cette hétérogénéité elle-même, c'est une source de défection. C'est-à-dire concrètement, Fabrice, concrètement, que reprochez-vous à cet accord du 23 mars 2009 signé entre le CNDP, donc cette rébellion à l'époque, et le gouvernement de Kinshasa? D'ailleurs, je rappelle que ce mouvement rebelle qui a vu le jour il y a 3 mois s'appelle le M23, en référence d'ailleurs à cet accord du 23 mars 2009. Oui. En fait, ces accords mal négociés que le M23 est en train de revendiquer même, je reproche à ces accords le fait que les mêmes généraux qui appartenaient à ces groupes rebelles se sont trouvés sur les commandes d'une majeure partie des troupes qu'ils avaient dans les rébellions. Comme si cela ne suffisait pas, M. Juan, ils se trouvent à des postes et dans des milieux où ils exerçaient même cette rébellion. D'accord, donc ce que vous reprochez, pour être clair Fabrice, ce que vous reprochez, c'est que les généraux de la rébellion soient non seulement restés généraux une fois dans l'armée, mais que ces mêmes généraux ont continué à diriger des membres qui étaient membres des militaires qui étaient membres de la rébellion, c'est-à-dire qu'ils restaient finalement entre eux. Justement, M. Juan. D'accord. Et donc, pour vous, ça a été une erreur stratégique. C'est vraiment une grande erreur stratégique, M. Juan. Il y a aussi une grande ambiguïté, il faut constater, par rapport au rôle de la MONUSCO. C'est vraiment inexplicable. Parce que la MONUSCO elle-même, elle est très forte par sa logistique et a le pouvoir et la mission de stabiliser l'Est, disons presque la RDC, mais elle n'a pas l'autorisation, elle n'a pas ce mandat. Ça, c'est quelle dichotomie? Donc il faut revoir le mandat de la MONUSCO, donc de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. C'est l'intitulé exact donc de cette mission des Nations Unies. Salomon, vous êtes congolais également, vous nous appelez de Genève. Bonjour. Oui, bonjour Juan. Un grand merci à RFI de m'accorder cette tribune au cours de laquelle j'ai envie quand même de relever toute une série de problématiques relatives. Oui, on n'a que 3 minutes avant la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Voilà, le grand problème que nous avons en fait. On nous parle d'IM23, on nous parle des causes, de comment trouver la solution. En réalité, pour moi, le problème de l'Est du Congo, c'est un problème qui est simple. Nous avons une crise de leadership à la tête de l'État congolais. Il y avait des négociations au cours desquelles on devait trouver une solution par Nairobi qui était chapeauté par son Excellence Monsieur Olusegun Obasanjo. Un dialogue inclusif devait permettre un dialogue intercommunautaire à l'Est du Congo pour qu'on puisse répondre à tous les problèmes de tous les citoyens congolais. Naturellement, les rwandophones qui ont fui le pays sont des personnes qui doivent rentrer dans leur pays. On ne peut pas entretenir une rébellion, on ne peut pas entretenir un pays dans lequel on a des réfugiés à ses frontières. On est en train de se couper l'herbe à la racine quelque part. Il en est de même de la diaspora congolaise qui vit à l'étranger, qui ne demande qu'une chose, c'est de rentrer au pays. Oui. Mais quand vous parlez, excusez-moi Salomon, quand vous parlez de dialogue entre les différentes communautés à l'est de la RDC, ça signifie quoi concrètement, Salomon? Ça signifie en effet qu'on doit pouvoir impliquer les chefs coutumiers congolais qui connaissent les communautés vivant à l'est du Congo, et en impliquant toutes ces personnes-là, on peut ramener les réfugiés dans le pays en toute sécurité, d'une part. D'autre part, on doit pouvoir juguler les vrais problèmes de la population congolaise dans son entièreté à travers le réseau des chefs coutumiers congolais et de pouvoir y répondre. Ces dirigeants qui restent à Kinshasa, le temps de la législature, qui ne viennent que pour chosifier les citoyens pendant la période électorale. Moi, j'estime qu'à un moment donné, le citoyen congolais, il a droit aussi d'avoir quelque chose à se mettre dans le ventre. Il a le droit de répondre aux besoins de ses femmes, de sa femme, de ses enfants, parce que aujourd'hui, au Congo, on ne répond aux besoins d'aucun citoyen. Salomon, je voudrais vous faire réagir au courrier électronique que j'ai sous les yeux de Dominique, qui est aux États-Unis et qui nous dit « La situation dans l'Est peut se résoudre à partir du moment où une certaine frange de la population cesse de considérer les rwandophones comme des étrangers. Des villages, des villes du Nord Kivu ont des noms en Kinyarwanda. Bien avant la colonisation, cette partie du Congo était peuplée de gens parlant le Kinyarwanda. Qu'en pensez-vous ? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que voyez-vous, moi je suis de l'île Ijwi, au centre du lac Kivu, à la frontière avec le Rwanda.
Et nos compatriotes de l'ouest du pays ont tendance à nous considérer comme des étrangers. Ouais. Or, nous partageons finalement beaucoup d'histoires avec les pays voisins, que ce soit le Burundi, l'Ouganda ou le Rwanda. Nous ne pouvons pas dire, voilà, le Rwanda, déplacez-vous, allez en Tanzanie, allez je ne sais où, allez à Oman. Ce sont nos voisins. Salomon, le débat malheureusement est loin d'être clos, mais on aura l'occasion certainement dans les prochains jours de reparler de la situation dans l'Est de la RDC.